Bonjour à tous, bienvenue donc dans l'après-midi de notre webinar sur FinTech et territoire. Donc ce matin, je vais encore oublier des lieux, désolé. Donc ce matin, on avait Brest, Niort-La Rochelle, Nantes et Caen. Cet après-midi, on va avoir donc Paris aujourd'hui, maintenant. Donc il y a une Paris. Ensuite, on aura Grenoble, Toulouse et Nice. Donc, merci donc à ces 8 écosystèmes d'avoir accepté de jouer le jeu dans un temps assez restreint. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre de la semaine de la FinTech. Donc, hier, il y avait FinTech Révolution de France FinTech. Il y avait un événement aussi du Swell le 12, un événement encore avant de la Banque de France. Donc, il y a beaucoup d'événements donc, cette semaine. Donc, nous, on clôture la semaine avec la place et Finance Innovation avec l'événement FinTech et Territoire. Un tout petit mot avant de commencer sur nos prochains événements. On aura le Climate FinTech Day le mercredi 27 octobre, donc bientôt. Ça sera à la place, ça sera en digital, donc vous pouvez venir aussi en physique. On fera pitcher les 10 finalistes du concours FinTech for Tomorrow. Donc vous aurez la joie de connaître le vainqueur. On aura une table ronde, donc n'hésitez pas à venir en physique ou en digital. Physique à la place ou en digital, inscrivez-vous. Et donc aujourd'hui, on va parler maintenant de l'intelligence artificielle à Paris. Donc on a un écosystème qui est très riche. On a demandé à 5 startups du pôle qui représentent différentes verticales du pôle de présenter. On aura l'immobilier, la gestion d'actifs, la finance durable et solidaire, l'assurance et la digitalisation des métiers du chiffre et du conseil, gestion et finance d'entreprise. Et cette table ronde sera animée par Nour de Digital en Lab, un cabinet de conseil spécialiste dans l'IA. Je la laisse introduire la table ronde et place à nos intervenants. Merci de votre présence et restez jusqu'à 18h. On aura à la fin, à 17h, on aura Wind, une quasi-licorne fintech qui aura déjà fait l'honneur d'accepter de venir pour parler sur l'écosystème de Nice. Wind qui a racheté une grosse fintech à Nice. Voilà, je laisse la parole à Nour et bonne table ronde. Merci à tous. Déjà, je suis heureuse d'animer cette table ronde. Donc, je vais commencer déjà par me présenter et présenter Digitalan. Ensuite, je vous laisserai la parole pour vous présenter un à un. Donc, moi, je suis Nour Cherif, je suis data scientist chez Digitalan Lab. Donc, Digitalan, il existe depuis maintenant 7 ans avec une double activité. L'origine qui est Digitalan Consulting, donc spécialisé en conseil IT, avec une forte connotation en data intelligence. Et le Digitalan Lab, qui est un éditeur de logiciels qui est développé maintenant depuis un peu plus de 3 ans en partenariat avec l'X Polytechnique, avec les chercheurs donc, de l'X Polytechnique, et qui est commercialisé chez nos clients en gros compte. Donc, je vous laisse maintenant la parole à vous. Allez-y. Allez-y. Commencer par se présenter. Vas-y, commence. Donc bonjour, moi je suis Vincent Beauclé de la société Namer, donc je suis Head of Sales chez Namer. Namer, on est une société on est producteur de données contextuelles géolocalisées qui a pour objectif d'accélérer la transition écologique. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis data scientist chez Time. Alors Time, on est une entreprise qui édite des logiciels principalement à vocation d'aider les entrepreneurs dans leur démarche du quotidien en les touchant au travers des experts comptables. Donc on édite des logiciels pour les experts comptables, ainsi que des applications pour les entrepreneurs pour faciliter la vie de tout ce beau monde et faire en sorte d'éliminer les tâches rébarbatives. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Stéphane Adjou, je suis responsable satisfaction client chez Shift Technologies. On est une entreprise qui a commencé en 2014 et notre vocation, notre mission, c'est d'aider les assureurs à servir au mieux leurs assurés en utilisant l'intelligence artificielle. Merci. Bonjour, je suis Gilles Nozière, je suis fondateur et dirigeant de Ose Énergie. Alors, nous intervenons dans le domaine immobilier sur les bâtiments de tertiaires bureaux ou de logements collectifs ou de centres commerciaux. Et nous avons une vocation à réaliser des économies d'énergie par l'optimisation tout en améliorant la qualité de l'air.
Et en fait, nous avons mis au point une solution qui comprend des capteurs communicants qui donnent des informations qui sont couplées à de l'intelligence artificielle et qui nous permet, en termes de résultats, d'obtenir 25% d'économie d'énergie, en gros, sur n'importe quel bâtiment, par de l'optimisation sans travaux, tout en améliorant la qualité de l'air et aussi le confort thermique des occupants. On a à peu près 5 millions de mètres carrés d'installés, on est une vingtaine de personnes, et donc et nos clients, c'est plutôt des sociétés foncières, donc qui sont des filiales de grandes banques et d'institutionnels. C'est la raison pour laquelle on est au pôle Finance Innovation. D'accord, merci. Bonjour, je suis Nicolas Lévy, je suis directeur des opérations et cofondateur d'une société qui s'appelle Scalnix. On travaille pour, en général, le métier de la banque, de la finance et des asset managers. Et notre mission, c'est d'être capable de relier des informations, des flux d'informations classiques des asset managers et de la finance avec des flux d'informations plus nouveaux, déstructurés, qui viennent notamment des ONG pour la partie écologique ou de tout un tas d'autres informations qui sont importantes pour la finance et qui sont difficiles à traiter avec les outils classiques des financiers. Et on pratique l'intelligence artificielle pour ça, et en particulier ce qu'on appelle l'intelligence artificielle causale, qui permet de relier dans un modèle, dans une modélisation des informations qui ont différentes structures et différentes sources pour trouver des signaux faibles et pour être capable de prévenir l'avenir et de comprendre ce qui se passe. Merci. On va commencer par la première question. Du coup, pourquoi a-t-on besoin d'IA dans votre activité et pourquoi aussi vos clients ils ont besoin d'IA? Toujours moi le premier. Okay. Si vous voulez. Nous, c'est assez simple. On va chercher. Nous, on travaille beaucoup avec de l'open data, par exemple. Il va y avoir plusieurs exemples. L'open data, c'est une donnée qui est assez lacunaire. Et aujourd'hui, pour pouvoir l'inférer sur toute la France, on va devoir utiliser des technologies qui viennent de l'IA. Je vais vous donner un exemple. Il y a l'ADEME. L'ADEME a sorti un jeu de données qui s'appelle les DPE. Et les DPE, en fait, c'est 9 millions de DPE aujourd'hui. Nous, on les a reliés à des bâtiments. Donc aujourd'hui, on a 2 millions de bâtiments pour lesquels on a du DPE. On a retravaillé ces DPE. À la fin, il nous en reste 1 50 000. Et nous, notre travail, c'est d'aller d'aller inférer en fait cette information sur l'ensemble des bâtiments résidentiels de France. Donc nous, on passe de 1 million de DPE à 35 millions de DPE. Donc ça, c'est le premier travail qu'on va faire. On va faire la même chose sur des bases comme la valeur foncière. Donc la valeur foncière, ça va représenter 5 à 10% du marché français. Et nous, aujourd'hui, avec nos algos, nos techniques d'IA, on va aller trouver le prix euro mètre carré sur l'ensemble des bâtiments en France. Donc ça, c'est les premières choses qu'on fait. Ensuite, on va utiliser ça aussi pour aller travailler plusieurs types de sources de données. Aujourd'hui, on va travailler quelque chose comme la période de construction. La période de construction, chez nous, c'est à peu près 7-8 sources de données. Et là, pareil, on va aller utiliser l'IA pour aller travailler toutes ces données, les structurer, les rendre hétérogènes et facilement exploitables ensemble. Et du coup, on va aller les homogènes plutôt. Et après, on va aller les travailler et sortir un attribut. Et ensuite, on va aller utiliser ça aussi pour aller structurer de la donnée qui est non structurée. Donc, ça va être de la donnée comme les imageries satellites ou de la donnée textuelle. Et là, on va utiliser du computer vision ou du NLP pour aller construire quelque chose qui est assez simple à utiliser. Je ne sais pas, les types images satellites ou des images de rue, d'aérien, d'infra ou de texte, etc. C'est quand même quelque chose qui est très difficilement exploitable. Et nous, l'idée, c'est juste de dire, par exemple, sur une image aérienne, ici, il y a une fenêtre de toit, oui, non, présence. Et en fait, on va aller retraduire ça sur l'ensemble de ce type d'informations. D'accord, merci. Alors, l'IA qu'on fait chez Time, en fait, on s'en sert pour automatiser des tâches, en particulier des tâches qui sont à peu de valeur ajoutée pour les humains. Si je prends notre exemple de notre logiciel à destination des experts comptables, l'objectif de l'IA dans cette logiciel-là, c'est vraiment d'automatiser toute la partie qui est automatisable. Donc tout ce qui est saisie d'écriture comptable, tout ce qui est en fait génération du grand livre, c'est des tâches qui demandent finalement assez peu d'intelligence à l'humain, c'est relativement automatique, il y a très peu de contact avec le client. C'est pas là qu'est la valeur ajoutée pour l'expert comptable. L'expert comptable, son intérêt, c'est d'aller conseiller son client, d'en prendre soin, d'être en contact avec lui. Donc finalement, l'idée, c'est d'éliminer ces tâches, ou en tout cas de les réduire au strict minimum, tout ça en l'automatisant par l'intelligence artificielle. Et on a besoin d'IA parce que c'est tout simplement des tâches qu'on ne sait pas réaliser autrement. On n'est pas capable d'utiliser des algorithmes déterministes pour résoudre ce genre de problème. Et puis même si c'était le cas, il serait complètement impossible à maintenir. Donc voilà, là, l'idée du machine learning, c'est vraiment de venir traiter un problème qu'on ne sait pas traiter autrement, et puis surtout de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit maintenable et évolutif au quotidien. D'accord, merci.
Pour ce qui nous concerne, le monde de l'assurance, c'est un monde qui exploite, alors comme d'autres, mais qui exploite beaucoup la donnée, qui a à sa disposition beaucoup de données, qui ne sont pas nécessairement structurées toujours de la bonne façon, de la même façon. Donc, il y a un stock, mais ce n'est pas toujours exploité suffisamment de leur point de vue. Il y a les données internes, donc ça c'est ce dont je viens de parler, puis il y a aussi toutes les données externes qui sont une immense source de richesse, mais pour ça, il faut pouvoir les agréger, en faire quelque chose d'exploitable. Et donc il y a ce volet-là pour lequel Shift apporte justement son savoir-faire, en disant on va apporter la bonne information au bon moment, au moment de la bonne décision. Donc ça c'est un premier volet. Et le second volet, c'est aussi l'automatisation et l'aide à la décision. Puisqu'il y a aussi dans le monde de l'assurance des tâches qui sont très répétitives et des tâches qui peuvent être faites de façon très efficace grâce à l'intelligence artificielle, qui permettent à l'assuré d'avoir un parcours beaucoup plus rapide, de qualité. Et puis, il y a des décisions plus complexes pour lesquelles les salariés, les collaborateurs des entreprises d'assurance ont besoin d'aide à la décision. C'est-à-dire que plutôt que de faire toujours 10 minutes de vérification sur une tâche, on pourrait leur dire tout ça, ça a été fait déjà par la machine. Par contre, il reste un tout petit scope qui mérite d'être vérifié. D'accord, ok, merci. Alors, l'utilité de l'IA, c'est une chose. Je rajouterais aussi, c'est l'IoT. C'est-à-dire que nous, on est à la fois dans l'IA et l'IoT. Et donc, on profite de ces deux technologies pour amener de la valeur à nos clients. Alors, nos clients, ce sont essentiellement des sociétés foncières, donc des filiales de banque assurance. On ne veut pas les citer, mais voilà. Bref. Et donc, les problématiques de ces sociétés foncières, c'est premièrement, dans les postes importants, c'est la valeur vénale de leurs immeubles, qui représente l'essentiel de leur bilan. Et donc, on intervient, nous, avec notre solution, sur la capacité à maintenir cette valeur vénale, voire à l'améliorer, et notamment par rapport à la réglementation qui, vous le savez, avec à travers le décret tertiaire, mais c'est un phénomène assez européen, même mondial, oblige à faire des économies d'énergie, donc 30%, ou 40% plutôt d'ici 2040. Donc, la solution qu'on amène, nous, permet d'aller dans cette trajectoire de maîtrise de l'énergie. Et donc, elle est utile aux foncières en ce sens, puisqu'en fait, elle est une alternative aux travaux. On dit, il faudra peut-être faire des travaux, mais en attendant de faire des travaux, utilisez notre solution, parce qu'en fait, elle consiste à amener plus d'intelligence dans les immeubles pour permettre d'amener moins de matière. Et quand je dis matière, c'est à la fois de l'énergie, puisque c'est de la matière qui traverse le bâtiment, et puis aussi, c'est des travaux qui ne sont pas forcément toujours utiles. Donc, nous, on amène cette intelligence-là à travers notre solution, donc préserver la valeur vénale des immeubles. Et l'IA est intéressante, ainsi que l'IoT, parce que c'est une alternative aux solutions de travaux. Bon. Deuxième sujet pour une société foncière, c'est justement ces budgets travaux qui sont quand même un poste très important dans son bilan. Et donc, en amenant de l'intelligence, justement, on permet de faire des meilleurs arbitrages et de faire en sorte que les travaux soient utilisés au mieux et qu'ils aient le plus de rentabilité, etc. Et c'est ce que permet justement aussi le type de solution qu'on a, c'est que c'est rapide, c'est rentable parce qu'il n'y a pas de travaux, et puis en plus, on n'embête pas tout le monde parce que bon, tout le monde sait très bien que quand on fait des travaux dans un immeuble, on ennuie un petit peu les occupants. Bon. Et puis alors, le troisième sujet aussi, de l'intérêt de notre solution, et en particulier de l'IA et de l'IoT, c'est que, en fait, une société foncière aussi, ses revenus, c'est la somme des loyers. Et les loyers sont payés par les occupants des différents immeubles. Et il est important, alors, à emplacement constant, entre un immeuble qui est sûr sur le plan sanitaire ou un immeuble qui l'est moins, surtout dans les périodes qu'on connaît, c'est évident que la société foncière propriétaire aura plus de clients que si elle n'avait pas fait ça. Donc, on a en particulier la capacité, grâce à notre solution, de prédire, par exemple, la qualité de l'air dans un immeuble, on peut imaginer ici, en fonction des prévisions météo et de donner des alertes sur la qualité de l'air à travers le taux de CO2, l'humidité relative et les particules fines. Parce qu'on a des modèles, bon, on rentrera peut-être dans le détail après sur les technologies, mais qui nous permettent d'anticiper les prévisions météo pour sortir des alertes prévisionnelles, à la fois donc, sur le plan de la qualité de l'air, mais aussi sur le plan de l'énergie. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et c'est donc des solutions qui sont quand même assez rapides, qui sont rentables et qui intéressent les clients. Alors non seulement là-dessus, où j'ai terminé là-dessus, et il y a aussi tout le volet RSE,
sur lesquels on a aussi de la valeur ajoutée. Il y a le volet aussi d'accompagner les propriétaires par rapport aux législateurs dans le cadre de la réglementation, parce qu'il va bien falloir rendre compte un petit peu des résultats et pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne sont pas là. Donc, il va falloir être du côté des propriétaires. Et en amenant justement cette mesure par l'IoT et ces analyses qui sont industrialisées, si on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de données et qui permettent d'avoir des choses concrètes, voilà un avantage de notre type de solution, de l'IA et de l'IoT par rapport au secteur immobilier. Voilà. Merci. Alors effectivement, nous, ce qu'on fait, ça rejoint pas mal ce que vous expliquez. Historiquement, un gestionnaire de portefeuille utilisait des statistiques générales pour estimer quel est l'intérêt d'un secteur d'activité ou quelles sont les probabilités de croissance ou de rendement pour un certain type d'entreprise. Et une fois qu'il a choisi son secteur et qu'il a une vision générale, il fait de l'analyse spécifique de chaque entreprise pour aller choisir celle qui correspond à ses besoins. Mais il y a la partie statistique ne renseigne pas sur un individu. De même que si on vous dit que l'espérance de vie d'un Français est de 80 ans, ça ne vous renseigne pas sur votre propre espérance de vie parce que pour que ça vous renseigne, il faut savoir quel âge vous avez, quels sont vos antécédents, quelles sont vos maladies, quel est votre lieu de vie, etc. Pour une entreprise, c'est pareil. Et maintenant, on a de plus en plus besoin de connaître des informations qui ne sont pas données, qui ne sont pas suffisantes en termes statistiques pour identifier le potentiel ou la qualité, par exemple, écologique ou du mode de gestion de chaque entreprise. Donc, on ne peut pas tout faire à partir de l'analyse. Il faut aller trouver des données partout et les relier dans des modèles. Et même ces modèles sont tellement complexes que vous ne pouvez pas les créer uniquement sur une base analytique. Vous avez besoin d'un outil qui, tout seul, va détecter et construire la modélisation qui relie toutes ces données. Et nous, le produit qu'on fournit, c'est cet outil de modélisation qui transforme des données éparses en un modèle que vous pouvez utiliser. D'accord, merci. Maintenant, c'est quel type d'IA, du coup, vous utilisez? Nous, on a utilisé plusieurs. On va utiliser du deep learning, par exemple, donc pour aller structurer les informations, ce que vous voyez tout à l'heure, donc l'imagerie satellite ou aérienne. Donc là, on va utiliser de l'ImageNet, du CNN ou du RNN de mémoire. On va aller utiliser du NLP. Donc là, c'est plutôt pour aller chercher de l'information textuelle. Donc, on va aller prendre les PLU, par exemple. Donc, les PLU, vous avez beaucoup d'informations, mais c'est juste des fichiers PDF en général que vous recevez. Et donc, c'est comment on va aller chercher l'information qu'on souhaite récupérer. Je ne sais pas, l'autorisation de construire une piscine, comment après, derrière, on va aller relier ça à une adresse. Est-ce qu'il y a de l'information sur l'adresse? Et donc, le NLP va aller chercher ça. Donc là, on va utiliser Transformer, Camembert, des choses comme ça. Ensuite, on va avoir de la donnée qui est plutôt tabulaire. Donc là, ça va être aller chercher de l'information à travers des fichiers Excel, par exemple. Donc là, on va utiliser XGBoost. Et donc, par exemple, les DPE, comment on a fait la complétion des DPE manquants à partir de données structurées. Là, c'était un peu ça l'idée, de mélanger tout ça. Et ensuite, on va travailler sur l'implémentation d'algorithmes d'apprentissage supervisé qui tiennent compte en fait, d'informations spatiales. Donc ça, c'est le deuxième point. Et donc là, par exemple, on va aller prédire une période de construction en tenant compte de l'ensemble du lotissement et pas seulement de la structure du bâtiment, mais tout le lotissement autour. Et en fait, on va être beaucoup plus précis par rapport à ça. Voilà les grands types d'IA qu'on va utiliser aujourd'hui. D'accord, merci. Je vais rebondir un peu sur ce que tu dis parce qu'on utilise évidemment le même genre de. Je pense qu'on va tous se retrouver à peu près. Hein. C'est le même genre de technique. Nous, on fait du machine learning, principalement du machine learning supervisé, donc avec les technologies que tu mentionnais. Ça, c'est vraiment la vocation de pouvoir faire finalement la génération d'un grand livre en comptabilité. La première étape, c'est de faire de la catégorisation. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de faire de la catégorisation. Et pour ça, le supervisé, c'est ce qui s'adapte le mieux. On fait également du non supervisé. Ça, c'est plutôt pour tout ce qui est regroupement, donc clustering. En bon français, vraiment qui a vocation à regrouper les choses qui sont ensemble, les choses qui sont communes. Donc ça va être regrouper les documents avec des transactions, voilà, faire se rejoindre les choses qui sont censées être ensemble. Tout simplement pour faciliter derrière le contrôle, c'est plus facile de contrôler les choses quand elles sont regroupées par nature que s'il faut les regrouper de manière complètement éparse. On fait également des choses beaucoup plus classiques, type OCR, ce genre de choses qui sont quand même des technologies de machine learning qui sont quand même maintenant
implémenté à grande échelle depuis un petit moment. Et puis, on fait des choses un petit peu moins communes. On a des projets d'inférence bayésienne, où là, vraiment, l'objectif, c'est d'aller optimiser le contrôle humain, parce qu'on sait que le machine learning, ça a parfois des petites difficultés, des petites lacunes. Et le contrôle humain, finalement, va venir rajouter cette confiance, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, sur finalement les parties qui sont peut-être les plus compliquées. Et l'idée, c'est que ce contrôle humain, on ne va pas lui faire à tort et à travers, de manière complètement aléatoire. Donc vraiment, ça c'est là où l'inférence bayésienne va vraiment nous permettre de venir optimiser ce contrôle humain pour vraiment se focaliser sur la partie la plus à risque. Et puis, on a aussi un petit peu des technologies d'apprentissage par renforcement, qui là sont plutôt à des vocations techniques. Ça va plutôt être de l'optimisation de ressources computationnelles, donc vraiment dans l'idée de se dire, nos algorithmes de machine learning, ils tournent sur des machines. Ces machines, en fonction du moment de la journée, on n'a pas besoin d'avoir le même nombre. Donc ça va être par exemple d'avoir des algorithmes qui vont prédire le nombre de machines qu'il faut à l'heure de la journée pour être réactif au moment où on en a besoin. Et puis au moment où on n'a pas besoin, tout simplement on pourra les éteindre, économiser de l'énergie, de l'argent, éviter de gaspiller des ressources de calcul. Voilà, ça c'est aussi des choses qu'on explore actuellement. D'accord, merci. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les techniques et effectivement, c'est très juste, c'est-à-dire que l'aspect renforcement par l'humain au bon endroit, au bon moment seulement, c'est ça qui permet l'optimisation. Donc, ça a été aussi le choix de Shift Technologies. L'idée est d'avoir, surtout dans un domaine sensible avec l'aspect financier, impact très rapide, médiatisation des cas où la satisfaction client n'est pas au rendez-vous. Quand on parle par exemple de sinistre avec du corporel, ce genre de choses. Le choix, ça a été d'avoir une solution qui fournisse des décisions explicables. Donc, pas de système de black box avec un grand réseau de neurones qui prendra des décisions comme ça sans pouvoir les expliquer. Donc, chaque tâche est un peu subdivisée, avec un choix qui est fait en fonction de l'intérêt. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas besoin de mettre en place quelque chose de très, très complexe pour prendre une décision. Quelque chose qui est une modélisation avec un arbre de décision, pour certaines fois, ça peut convenir très bien. Et justement, ça répond aussi à ces besoins d'optimisation en économie d'énergie, de temps machine. Donc parfois, c'est suffisant. Donc on a cette démarche un peu analytique de dire de quoi on a besoin pour cette prise de décision. Et puis, bien sûr, quand il s'agit d'analyser un constat amiable suite à un accident de voiture, on peut penser que c'est un document qui est finalement trivial parce que tout le monde on en a tous plus ou moins rempli un. En fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Il y a des informations qui sont structurées. Les informations elles sont dans les boîtes, mais le plus souvent, elles sont manuscrites aussi. Donc, on sait ce qui est censé être dans chaque boîte. Par contre, parfois, il faut creuser un peu. Et puis ensuite, il y a le croquis. Et le croquis, on n'est pas tous des artistes. Et donc, il faut aller chercher, creuser. Il y a des informations qui sont au verso. Il y a la qualité du papier. Tout ça, ce sont des choses pour lesquelles la technologie et les outils qui sont à notre disposition nous aident beaucoup justement à faire prendre les bonnes décisions. Parce que le temps perdu, il n'est pas négligeable côté assureur. Et donc, on amène les bonnes informations au bon endroit. D'accord, merci. Alors, nous, chez Ose Énergie, en fait, on a de l'IA qui est un petit peu différente de ce que vous disiez parce qu'on est couplé à de l'IoT, en fait, de la mesure. Donc, continue. Donc, on a des séries temporelles et notamment, c'est à travers ces séries temporelles qu'on se rend compte qu'un bâtiment tertiaire, souvent, il consomme à peu près tout le temps la même chose, alors qu'il faut savoir qu'il est inoccupé à peu près les 2/3 du temps. Ce qui montre un petit peu, un petit peu touché du doigt, c'est une des façons d'optimiser, ça montre le potentiel qu'il y a. Bon. Donc nous, on est dans le domaine des séries temporelles. Et en fait, on utilise ces séries temporelles à travers un métamodèle, en fait, qui est issu d'un modèle physique, qui permet en fait de réduire la dimensionnalité de la problématique d'IA. Bon. Et donc, grâce à ces séries temporelles, ces métamodèles, qu'on traite ensuite avec une couche d'intelligence artificielle en machine learning, avec principalement des réseaux de neurones récurrents ou des réseaux de neurones transformers. Enfin, je vous passe un peu le détail. On a des différents types de réseaux de neurones si on est sur des problématiques d'énergie, des problématiques de confort thermique ou des problématiques de qualité de l'air. On arrive à modéliser des bâtiments, que ce soit des bâtiments tertiaires. Il n'y en a pas un qui est pareil à Paris qu'un autre, en fonction de sa date de construction, son occupation, etc. Donc, on arrive à avoir un modèle qui est très consistant, à plus de 95% en fait, sur nos bâtiments, des bâtiments existants. Et c'est là que c'est difficile, un bâtiment existant, on n'a pas les plans en général, on ne connaît pas vraiment l'isolation qui a été réalisée, l'occupation n'est pas la même, etc. Bon. Donc, on arrive à avoir des modèles qui sont très, très stables. On a 95%, voire plus, de significativité. On me dirait, il y a 5% d'erreur. OK, mais peu importe. 95% de fiabilité quand on parle
25, 30 ou 40% d'économie d'énergie, c'est très largement suffisant par rapport à la problématique. On rajoute à ça, pour Solia, on a aussi une logique de cluster, c'est-à-dire qu'on a une logique de bâtiment, puis on consolide ça avec des groupes de bâtiments qui renforcent la pertinence de nos modèles. Et en fait, donc en un mois, on cale le modèle. Et donc les modèles, ensuite, une fois qu'ils sont calés, permettent donc de générer des alertes d'une part, et puis aussi de faire de l'optimisation. Alors l'optimisation, là, on a une couche d'optimisation. Donc une fois qu'on a le modèle d'IA qui est calé, on applique des modèles d'optimisation avec des algorithmes génétiques, couplet du Pareto, enfin je ne rentre pas trop dans le détail. Bon, bref, en l'occurrence, ça nous permet quoi? Ça nous permet de sortir donc des prévisions, tenir compte des prévisions météorologiques pour sortir donc des actions d'optimisation à la fois sur le plan de l'énergie et puis sur le plan de la qualité de l'air, donc en fonction des prévisions météo. Voilà, je n'ai pas été trop compliqué. Merci. Alors nous, évidemment, on n'est pas extrêmement différents. La partie série temporelle, c'est la base du métier de la finance, donc c'est effectivement le premier niveau qui doit être exploité. Ensuite, on va utiliser différentes techniques pour aller chercher des informations complémentaires. Alors ça peut être du NLP, effectivement, quand on a besoin d'identifier des controverses ou d'identifier des éléments qui sont dans des rapports, par exemple, que publient les entreprises, mais qui ne sont pas nécessairement structurés, donc il faut les transformer en données traitables. Ensuite, on va pouvoir faire des calculs. Alors, donc, on peut parfois valoriser des calculs complexes en utilisant du machine learning plutôt que des algorithmes Monte Carlo, etc., qui sont assez consommateurs. Tout l'ensemble de tout ça, effectivement, ça représente beaucoup éventuellement de temps machine et de CPU, donc il faut l'optimiser, et la partie optimisation bas niveau est notre métier de base. Donc on a une très forte valeur ajoutée sur la capacité de faire des traitements extrêmement complexes en utilisant très peu de machines et très peu d'énergie. Et in fine, ce qui fait vraiment la spécificité de notre offre, qui la rend particulièrement utile pour nos clients, ce sont les inférences bayésiennes. Donc effectivement, la modélisation de base, et c'est là que c'est une activité qui est relativement peu développée encore, parce qu'elle est assez complexe et assez consommatrice, justement, c'est d'être capable de transformer des questions du genre « quelle est la chance que tel événement se produise ?» en quelle est la chance que tel événement se produise, sachant qu'un autre événement s'est produit, ce qui est tout à fait différent comme mode de questionnement, et en particulier, on passe de la population à l'individu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une prédiction statistique sur une population, on est capable d'identifier des vraies questions individuelles précises, par exemple sur une entreprise ou par exemple sur une donnée économique ou non économique, et de trouver la réponse très précise, justifiable, explicable, avec de l'intelligence artificielle explicable à ces questions très précises. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes à Paris ou bien en région parisienne? Arrivez-vous à recruter suffisamment des data scientists et comment faites-vous pour les recruter? Alors, nous, on est à Paris, on est dans le 16e, à côté du Trocadéro. Oui, aujourd'hui, on arrive à recruter des data scientists, comme on disait la dernière fois, on n'a pas trop de difficultés autour du data scientist. Nous, en plus, c'est vrai qu'on traite, c'est une population qui est plutôt jeune en général. Nous, aujourd'hui, on traite des sujets qui sont vraiment les sujets de demain. En gros, on va traiter toute la partie transition écologique. Donc, c'est vrai que sur ce sujet-là, on arrive à les emmener assez facilement avec nous. En plus, on est une start-up, ou tous ici, on est des start-up, et du coup, ils ont quand même un pouvoir de décision et de responsabilité qui est plus important dans nos structures que dans des grandes structures. Donc, sur ces deux sujets, on arrive vraiment à les emmener. Aujourd'hui, là, on a plus de mal, et je pense que sans eux, c'est ce qu'on disait très bien la dernière fois, sans eux, le data scientist, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. C'est tout ce qui est data engineering. En fait, aujourd'hui, les data ingénieurs, on a quand même beaucoup de mal à les recruter. C'est un métier qui est nouveau. Et nous, la grosse difficulté aujourd'hui, elle est là, plutôt que sur le data scientist. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde et c'est un métier qui est quand même assez tendance et il y a beaucoup de gens qui veulent intégrer ce type de métier, enfin de poste. Mais par contre, sur l'autre partie, c'est plus compliqué aujourd'hui pour nous. D'accord, merci. Ouais, bah, je t'ai dit le fond, je pense qu'effectivement, on aura tous le même genre de problématiques. Hein. Pour compléter, c'est vrai que les data scientists, c'est quelque chose qui, déjà, historiquement, un data scientist, c'était un statisticien. On les appelait différemment, mais c'est la même chose. Donc, toutes les formations de statistiques, déjà, se sont très vite réorientées, ont très vite su surfer sur cette vague. Et donc,
il y a quand même une production de gens avec les compétences pour faire la data science qui est quand même significative, sans compter que c'est un domaine des sciences qui est quand même relativement facile d'accès pour tous ceux qui ont fait des maths, qui ont fait de la physique. Enfin, la transition est assez naturelle, donc c'est vrai qu'on trouve facilement des gens. Là où, comme tu le disais, c'est plus difficile, c'est surtout l'aspect technique opérationnel qui est derrière. Le déploiement, principalement le déploiement dans le cloud, ça demande des compétences. Comment orchestrer les algorithmes, comment faire en sorte que tout ça fonctionne au moment où c'est censé fonctionner. Typiquement, éviter que ça ne marche pas quand le client en a besoin. Voilà. Et toutes ces tâches opérationnelles, c'est des choses où il y a besoin d'une certaine expérience. C'est pas des choses qu'on fait comme ça en se réveillant le matin en se disant tiens, j'aime bien bidouiller l'ordinateur, je vais faire ça. Parce qu'on parle quand même d'échelles et de structures qui sont pas les mêmes que l'ordinateur personnel. Et là, c'est vrai que cette expérience-là, elle est beaucoup plus difficile à acquérir sur le marché. Et si en plus, il faut la coupler à celle de la data, parce que les problématiques data sont quand même un petit peu différentes que les problématiques classiques d'hébergement de sites web ou ce genre de choses. Là, on rentre dans effectivement un champ de recrutement qui commence à être vraiment compliqué. Nous, pour le moment, la seule solution qu'on ait trouvée, c'est recruter des gens qui ont de l'expérience dans d'autres domaines, l'expérience opérationnelle, et puis de les faire monter en compétences, de les former sur ce que c'est que la data. Ou alors de se dire, on prend des gens qui sortent tout juste d'école et on les forme complètement. Mais finalement, c'est nous qui assumons cette tâche de formation et de monter en compétences. Tout simplement parce que les formations commencent tout juste à se créer, commencent tout juste à monter, et finalement, c'est encore trop récent. Il faut vraiment avoir des gens sur le marché qui sont opérationnels, qui ont un peu d'expérience. D'accord, ok. Merci. Nous, on fait face, exactement les mêmes sujets. Peut-être, alors, pour essayer d'apporter un complément, ce qu'on fait pour essayer d'avoir des data scientists d'abord, même si c'est vrai, hein, il y a une offre, etc. Et on a la chance d'être en région parisienne, donc nous, on est à Bercy, où on peut bénéficier justement de cet écosystème-là. On a des partenariats avec des écoles, notamment les grandes écoles dont sont issus des historiques de Shift, je dirais, les personnes qui pilotent la data science. Et une des chances qu'on a, je pense, dans des petites structures, alors on est 350 salariés en tout, mais malgré tout, les data scientists sortis d'école peuvent espérer à 25-26 ans avoir la responsabilité d'une équipe de data scientists eux-mêmes. Ça va très vite. Les grandes structures, on peut pas imaginer avoir ces parcours-là, en tout cas pas à ma connaissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est attractif, la prise de responsabilité. Chez nous, les data scientists sont en prise avec les clients. C'est un choix qu'on fait parce que justement, ce sont des gens qui sont très très bons sur leur métier et qui n'ont pas forcément l'expérience du monde de l'assurance. Et pour bien comprendre les données, pour bien travailler dessus, nous, on avait la conviction qu'il fallait les mettre en prise avec les clients. Et c'est un choix aussi, et ça nous permet de recruter aussi des gens qui ont une appétence pour leur métier, mais aussi pour le contact. Et donc, on fait ça. D'accord, merci. Alors, nous, on est en région parisienne aussi, on est à Vincennes. Et à Ose Énergie, en fait, on a la chance d'avoir une activité qui est assez porteuse et qui prépare l'avenir, en fait, puisqu'on est dans les PropTech, on est dans l'IoT, on est dans l'IA, on est dans tout ce qui est RSE, économie d'énergie. Bon, voilà, donc on coche pas mal de cases. Donc, on a une certaine appétence naturelle des data scientists ou des scientifiques dans le domaine. Bon, ceci étant, ça ne vient pas tout seul non plus. Et nous, en fait, on a plutôt vocation à faire évoluer l'état de l'art. C'est-à-dire qu'on essaie de faire évoluer les choses. On a aussi une activité d'ingénierie, data scientist uniquement d'application, mais on essaie de faire avancer les choses. Donc, on a à ce sujet-là des partenariats avec les grandes écoles, les grandes écoles et puis les écoles normales, le Collège de France. On travaille en partenariat avec ces institutions-là. On fait donc, on participe aussi à des appels à projets. Par exemple, on a été retenu par la région Île-de-France il y a eu 1 ou 2 ans sur la problématique d'économie d'énergie. Il y avait on fait partie des 40 entreprises qui font partie des entreprises des domaines d'intérêt majeur identifiés par la région Île-de-France. Donc, ça nous a permis de financer un thésard, par exemple, là-dessus, donc qui fait évoluer nos algorithmes au niveau un peu en recherche quand même, en R&D. On participe aussi à des salons et conférences, donc on participe notamment à plusieurs. Donc, par exemple, là, on a déjà participé dans le cadre d'une conférence de l'I3E à l'EPFL, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, à une conférence. On va participer dans une autre sur le traitement du signal, pareil par l'I3E. On participe aussi, alors on fait aussi des conférences dans les grandes écoles, on fait des tables rondes comme ici, et je vous en remercie.
Et en fait, voilà, nous en fait, on a une façon de recruter qui est souvent par apprenti ou par stagiaire de dernière année. Et à l'issue de ce parcours, le stagiaire chez nous ou l'apprenti, il peut soit avoir une activité plus de data scientist classique, entre guillemets, d'ingénierie, encore que nous, elle est assez réduite parce que finalement, toute l'intelligence, on la met dans la machine, en fait, dans la solution qui est utilisée par des ingénieurs thermiciens ou énergéticiens. Donc, on a une solution quoi, qui n'est pas forcément qui ne réclame pas forcément beaucoup de jours hommes pour s'adapter en particulier à un client. C'est plutôt dans l'accompagnement qu'on fait auprès des clients dans la vie concrète plutôt que… Voilà. Et puis, donc, soit donc, cet aspect data scientist, soit un aspect aussi recherche. Et on propose des sujets de thèse chez nous qui sont des sujets qui sont assez intéressants, puis qui concernent à la fois les économies d'énergie, la qualité de l'air. Il y a tout un tas d'applications possibles dans différents bâtiments possibles, que ce soit du tertiaire. Bon, demain, ça sera des hôpitaux. On peut imaginer des bâtiments logistiques. Il y a beaucoup de diversité. Et au niveau international, parce que nos problématiques sont les mêmes finalement au niveau planétaire. On a vocation à avoir une solution, bon, pour rester modeste, mais potentiellement, en tout cas, il n'y a pas de barrière géographique qui limiterait l'application de notre solution. D'accord, merci. Nous, effectivement, on a, comme je pense tous mes camarades chez Scalnix, on a des potentiels et du personnel de très haut niveau. Donc, on a 40% de nos effectifs qui sont des docteurs et 40% qui sont au minimum des Master 2. Donc, effectivement, pour ça, d'une part, les facilités sur les jeunes docteurs qui existent en France sont très utiles et on les utilise. On travaille avec des écoles, avec les CAE, avec Vinci à la Défense, avec Paris 5, on travaille avec le CEA. Enfin, on a effectivement des partenariats et des relations qui fait qu'on arrive à trouver des gens, non seulement qui sont compétents, mais sur lesquels il y a une appétence sur le type de projet qu'on mène. Et puis chez nos clients, nous, effectivement, on n'est pas que dans une approche solution, effectivement, on est plus dans une approche de transfert de composants, d'expertise d'ingénierie et de transfert à nos clients. Nos clients vont utiliser les produits qu'on va construire avec eux de manière autonome. Donc, chez eux aussi, on travaille beaucoup avec des doctorants, avec des docteurs, avec des gens de très haut niveau. Et on s'insère dans une sorte d'écosystème dans lequel, y compris alors sur des fonctions plus générales, il y a aussi les aides qu'on a eues ces dernières années sur les alternants qui sont utiles aussi, qui ont été reconduites là, et on va en profiter aussi parce que ça aide aussi à se développer. Donc, je pense qu'on est quand même correctement aidé globalement. Ça va. D'accord, merci. Merci. Ok. Alors, un petit mot pour la fin. Nous, en tout cas, voilà, nous, on utilise l'IA pour la transition écologique. L'idée, c'est vraiment, à Neimer, on est parti de la base en se disant qu'il y avait 35 millions de bâtiments sur lesquels on devait agir et se dire, OK, en fait, au lieu d'aller agir sur ces 35 millions et d'envoyer quelqu'un sur place, ce qui est quand même compliqué pour atteindre les objectifs de 2030, 2040, 2050, c'est de se dire, OK, faisons une sorte de scan de l'ensemble du bâtiment en France. Et allons cibler les 2 millions qui sont vraiment pertinents pour aller faire 2 millions, 3 millions, 5 millions, j'en sais rien, mais ceux qui sont vraiment pertinents pour aller faire de la rénovation énergétique, pour aller intégrer du renouvelable dessus, ceux qui vont être exposés à des risques climatiques demain et comment on peut aller les contrer. Et donc, pour tout ça, nous, on utilise différents types d'IA aujourd'hui, donc du NLP, du computer vision, des différents algorithmes, etc. Et puis voilà, puis si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas aussi, on a toujours besoin de monde. Donc voilà. Merci. Rapidement, donc Time, on utilise de l'IA, nous, plutôt à vocation de simplifier la vie des gens, des entrepreneurs, des experts comptables, et de faire en sorte tout simplement que l'humain puisse se concentrer au quotidien sur des tâches qui sont à valeur ajoutée, là où il a quelque chose à apporter, finalement, où la machine ne peut pas le remplacer de manière évidente, et en particulier le contact humain. Et donc ça, c'est vraiment la vocation de se dire on se débarrasse des choses qui sont désagréables, faire en sorte de pouvoir se focaliser sur ce qui est plaisant et ce qui est finalement la force de l'humain aujourd'hui, le relationnel. Merci. Tout à fait. Ouais, pour conclure pour ma part, chez Shift Technology, on a aussi cette conviction que la machine, elle est au service de l'humain. L'intelligence artificielle, elle doit se placer comme ça au bon endroit, qu'il y ait une complémentarité, à trouver un point d'équilibre de complémentarité entre la machine et les humains pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, la satisfaction d'assuré et puis la rentabilité technique qui sont les deux piliers pour un assureur. J'en profite pour mentionner le fait que
suite à la dernière levée de fonds donc, du printemps, on a pour vocation de monter en France, à Paris, le plus gros pôle de data science dédié à l'assurance dans le monde. Donc c'est un projet qu'on est en train de mettre en place. C'est un projet ambitieux qui va prendre du temps, qui va prendre notre énergie, mais on a cette vocation-là. Merci. Alors, en synthèse, nous, historiquement, on était un bureau d'études, en fait, hein, et on s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas dissocier l'aspect énergie des gens qui sont dans le bâtiment, parce qu'en fait, un bâtiment, sa fonction, c'est d'abriter les gens, que ce soit un bâtiment de bureau, donc c'est pendant les heures travaillées, encore que ça change un peu maintenant avec le télétravail, ou que ce soit un bâtiment de logement, et que donc, il ne faut pas non plus avoir une logique, enfin, nous semble-t-il, hein, une logique où on fait des économies d'énergie au détriment de la fonction du bâtiment, qui est quand même fondamentalement d'abriter les gens dans des bonnes conditions, qui travaillent dans des bonnes conditions, alors à la fois sur le plan thermique, mais aussi sur le plan de la qualité de l'air. Bon. Et en fait, on a une vision quand même assez optimiste des choses, parce que c'est notre ADN, et avec l'intelligence artificielle et l'IoT, il nous semble qu'on peut quand même faire les choses, on peut être dans le « et » au lieu d'être dans le « ou ». C'est-à-dire que sur les bâtiments, on a 5 millions de mètres carrés sur lesquels toute partie de la solution est développée. On fait 25% d'économie d'énergie tout en améliorant la qualité de l'air et tout en améliorant le confort. Ce n'est pas ou, c'est fromage et dessert. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on amène de l'intelligence, en particulier artificielle, mais aussi de l'intelligence de mesure avec des capteurs, et que ça permet justement d'éviter d'être trop dans la matière. Bon, la matière, c'est utile, il en faut, mais la matière, c'est polluant par définition, parce qu'il faut l'amener, faire des travaux, etc. Et donc, on peut trouver un optimum entre l'intelligence et la matière, et je pense qu'il faut être optimiste parce qu'aujourd'hui, on vit des changements qui ne sont pas évidents, mais la tendance, si on regarde dans le passé, enfin, rappelons-nous la Saint-Barthélemy, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on a quand même une trajectoire qui n'est pas parfaite, mais on a une trajectoire d'amélioration. On vit mieux aujourd'hui que vivait Louis XIV à l'époque, les conditions de vie se sont améliorées. Alors, ça pose des problèmes, mais l'homme a toujours été capable de résoudre ces problèmes depuis quelques 4 millions d'années qu'il existe. Bon. Donc, au lieu de se dire on ne va jamais y arriver, je pense qu'on peut croire l'inverse. Et l'intelligence permet, en particulier artificielle, permet d'avoir une vision un peu optimiste des choses au service des gens. C'est-à-dire qu'on ne fait pas uniquement les économies énergétiques, on s'occupe aussi des humains. Et c'est le meilleur moyen que ça fonctionne d'ailleurs. Parce que si on fait ça contre les gens qui sont dedans, d'un point de vue organisationnel, ça ne fonctionnera pas. Merci. Moi, je dirais qu'effectivement, il y a tout un tas de catégories d'intelligence artificielle. Alors, on a parlé de la partie technique, donc ça peut intéresser certaines personnes, mais aussi dans son objectif. Et mes camarades sont pas mal dans l'intelligence artificielle qui va faire, à la place, effectivement, en particulier, par exemple, sur les experts comptables, qui va faire des choses, qui va, effectivement, analyser pour produire un certain nombre d'informations. Nous, notre vocation n'est pas uniquement tellement de faire, elle est surtout de comprendre et de prédire. Donc, c'est une combinaison entre la capacité de comprendre comment les phénomènes, les différents éléments se conjuguent et constituent des modèles et de comprendre leur aspect systémique, l'utilisation de tout ça pour comprendre et pour prédire ce qui va se passer, que ce soit sur des données économiques ou non économiques. Et c'est vrai que l'aspect connaissance est très important. Par exemple, nous, on va donner à nos clients des outils qui leur permettent pour chaque inférence d'avoir un chiffrage très précis de la confiance de cette inférence, quelque chose qu'on prévoit à 55%, c'est pas pareil qu'à 75 ou à 95, c'est pas toujours facile d'en faire la différence. Ça fait vraiment partie du cœur de ce qu'on apporte et effectivement de l'intelligence artificielle causale, d'être capable de construire une compréhension et une prédiction pour des éléments très précis et non seulement de comprendre des choses, mais de comprendre pourquoi on les comprend et de savoir comment on les sait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'a probablement pas de limite, mais en tout cas qui a des très grandes perspectives. Merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. Merci beaucoup. Merci à vous.